Bonjour à toutes et à tous. La nouvelle que je vais vous lire aujourd'hui est extraite du recueil Condamné à vivre de Jack London, traduite par Louis Postif. Ainsi Dieu les a-t-il faits? Il s'agit d'une courte nouvelle de Jack London, publiée en 1910. Ce texte s'inscrit dans une période où London explore des thèmes plus sombres et philosophiques, notamment l'amour fraternel et l'alcoolisme. Dans cette nouvelle, l'auteur utilise un style direct et percutant, typique de son œuvre, pour raconter une histoire à la fois simple et profonde. Dans ce récit, London explore la relation entre deux frères, où l'un, par amour et sens du devoir, tente de sauver l'autre de sa déchéance. Ce thème reflète aussi la propre expérience de l'auteur, marquée par des relations familiales complexes et une vision de la solidarité forgée dans l'adversité. L'alcoolisme, thème récurrent chez l'écrivain américain, est ici traité comme une malédiction sociale, familiale et individuelle. Dans Ainsi Dieu les a-t-il faits, l'alcool n'est pas seulement un vice, mais un destructeur de liens, un piège qui isole et corrompt. London, qui a lui-même lutté contre l'alcool toute sa vie, décrit cette dépendance comme une force qui désagrège les familles et les individus tout en soulignant la difficulté de s'en libérer. Je vous invite donc à prendre avec moi ce train pour une nouvelle pleine d'amour fraternel qui s'arrête juste avant la tragédie et nous laisse songeurs. Très bonne écoute et n'hésitez pas à mettre un pouce ou à partager si vous avez aimé cette lecture. Merci. Ainsi Dieu les a-t-il faits? Elle l'accueillit à la porte. Oh, je ne vous attendais pas si tôt. Il est 8h30. Il consulta sa montre. Le train part à 9h12. Il semblait pratique et ponctuel comme un homme d'affaires, jusqu'au moment où elle se détourna pour le conduire et où il vit trembler ses lèvres. Tout ira bien, brave petite femme, dit-il avec douceur. Le docteur Bodino est l'homme qu'il nous faut. Il le tirera de cette mauvaise passe. Vous verrez. Ils entrèrent dans le salon. Son regard fit le tour de la pièce, puis se tourna vers elle. Où est Albert? Sans répondre, sous une impulsion soudaine, elle se rapprocha de lui et s'arrêta, immobile. C'était une femme svelte, aux yeux noirs, dont le visage était empreint de l'effort et de la peine de vivre. Cependant, les fines rides et la hantise des yeux décelaient autre chose qu'un tracas ordinaire. Il en connaissait la cause en la regardant, aussi bien qu'elle-même en consultant son miroir. C'est inutile, Marie, dit-il en lui posant une main sur l'épaule. Nous avons tout essayé. C'est une pitoyable mesure, je le sais, mais que pouvons-nous faire d'autre? Vous avez échoué. Le docteur Bobino est notre dernière ressource. Si je voyais un autre moyen... Nous avons tout envisagé, répondit-il durement. Il faut nous rédire maintenant. Vous connaissez la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Vous savez qu'il ne reste aucune autre chance d'espoir. Elle hocha la tête. Je ne le sais que trop, mais je frémis à la pensée qu'il s'en va affronter la lutte tout seul. Il ne sera pas seul. Il y a le docteur Boudinot. En outre, c'est un bel endroit. Elle demeura silencieuse. C'est l'unique chose à faire, dit-il. C'est l'unique chose à faire, répéta-t-elle machinalement. De nouveau, il regarda sa montre. Où est Albert? Je vais vous l'envoyer. Quand la porte se fut refermée derrière elle, il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors, en tambourinant d'un air distrait sur les vitres. Bonjour. Il se retourna et répondit au salut de l'homme qui venait d'entrer. Celui-ci s'avança vers la fenêtre en traînant les pieds, et à mi-chemin s'arrêta indécis. J'ai changé d'avis, Georges, annonça-t-il avec une rapidité nerveuse. Je n'irai pas. Il tira sur sa manche, frotta ses pieds sur le plancher, baissa les yeux
et les releva au prix d'un grand effort pour affronter le regard de l'autre. Georges l'observait en silence. Ses narines se dilataient et ses doigts maigres se recourbaient instinctivement, comme les serres d'un aigle sur le point de saisir sa proie. Entre ces deux hommes existait une grande similitude de lignes et de traits, et, sous les ressemblances les plus frappantes, subsistait pourtant une différence radicale. Ils possédaient les mêmes yeux noirs, mais ceux de l'homme à la fenêtre regardaient en face et vivement, tandis que ceux de l'homme au milieu de la chambre paraissaient nébuleux et furtifs. Celui-ci ne pouvait soutenir le regard de l'autre et essayait, sans relâche, sans y parvenir. Même pommette proéminente, surmontant les mêmes joues creuses, et cependant la texture des cavités paraissait différente. Les lèvres minces sortaient du même moule, mais Georges les avait fermes et musclées, alors que celles d'Albert s'affaissaient au coin, molles et lâches, des lèvres d'ascète, devenues libertin. Sa chair semblait grossière, surtout dans le nez aquilin jadis, sans doute, pareil à l'autre, mais qui avait perdu l'austérité conservée par son frère. Albert s'efforçait de garder son équilibre au milieu du plancher. Le silence l'agaçait. Il se sentait prêt à osciller en avant et en arrière. Il se passa la langue sur les lèvres. Je reste ici, dit-il en désespoir de cause. Il baissa les yeux et recommença de tirer sur sa manche. Et tu n'as que 26 ans, prononça enfin Georges. Pauvre vieux décati. N'en sois pas si sûr que ça, répliqua Albert dans une velléité combative. Te rappelles-tu le jour où nous avons nagé 1 mille et demi à travers le détroit? Eh bien, et après? Une expression maussade se répandit sur la figure d'Albert. Et te rappelles-tu, quand nous boxions, dans la grange après l'école, je pouvais te rendre tout ce que tu me donnais? Tout ce que je te donnais? La voix de Georges s'éleva à un diapason supérieur. Tu me rossais 4 fois sur 5. Tu étais 2 ou 3 fois plus fort que moi. Et aujourd'hui, j'appréhenderais de te jeter un coussin de sofa. Tu t'affaisserais comme une feuille morte. Tu claquerais, pauvre et misérable vieillard. Pourquoi me dire des choses désagréables simplement parce que j'ai changé d'avis? Protesta l'autre d'une voix larmoyante. Sa femme entra, et il la regarda d'un air suppliant. Mais l'homme à la fenêtre marcha soudain vers lui et dit d'une voix éclatante. Bah, tu changes d'avis toutes les 5 minutes. Tu ne possèdes ni avis, ni cervelle, ni épine dorsale, espèce de ver rampant. Tu ne me feras pas mettre en colère, dit Albert avec un sourire malin, et en considérant triomphalement sa femme. Tu ne me feras pas mettre en colère, répéta-t-il, comme s'il se délectait à cette idée. Je connais ton jeu. C'est la faute de mon estomac, te dis-je, et je n'y peux rien. Devant Dieu, je n'y peux rien. N'est-ce pas, Marie, que c'est la faute de mon estomac? Elle regarda Georges et demanda doucement et posément, mais en cachant sa main tremblante sous un pli de sa jupe. N'est-il pas l'heure? Son mari se retourna vers elle comme un sauvage. Je ne partirai point, cria-t-il. C'est justement ce que j'étais en train de lui dire. Et je vous le répète, à toi et à tous, je ne partirai pas. Vous ne pourrez pas m'y contraindre. Voyons, mon cher Albert, tu disais, commença-t-elle. Peu importe ce que je disais, fulmina-t-il. Je viens de dire quelque chose de tout différent. Tu m'as entendu, et c'est une affaire réglée. Il traversa la pièce et se jeta théâtralement dans un fauteuil à dossier mobile. Mais l'autre homme se précipita vivement sur lui. Sa poigne crochue l'agrippa aux épaules, le remit sur pied et l'y maintint. Tu as dépassé les bornes, Albert, et je veux que tu le comprennes. J'ai essayé de te traiter en frère, mais désormais, je te traiterai comme tu le mérites. Comprends-tu? Sa voix contenait une colère froide qui se lisait également dans ses yeux, plus terrible qu'une explosion. Albert fléchit sous cette menace et sous la poigne qui lui broyait les muscles de l'épaule.
C'est seulement grâce à moi que tu as encore cette maison où t'abriter et quelque chose à te mettre sous la dent. Ta situation, à tout autre, j'aurais montré la porte voilà 1 an ou 2. Je t'ai gardé, donné un salaire, par pure charité. C'est moi qui l'ai payé de ma poche. Marie, ses effets, la robe qu'elle porte ne sont pas à elle. Elle use les vieux vêtements de ses sœurs et de ma femme. Tu vis de charité, comprends-tu? Tes enfants portent les guenilles des miens ou de ceux de mes voisins. Ceux-ci croient que je les ai envoyés à quelque orphelinat. Tes enfants, c'est l'orphelinat qui les attend, eux-mêmes avant peu. Il soulignait chaque phrase en resserrant inconsciemment son étreinte. Albert se tordait sous cette poigne et la sueur lui perlait au front. Maintenant, écoute-moi bien, continua son frère. Dans 3 minutes, tu vas me dire que tu viens avec moi. Sinon, Marie et les gosses te seront enlevés aujourd'hui même. Tu n'auras plus jamais besoin de te présenter au bureau. Cette maison te sera fermée et dans 6 mois, j'aurai le plaisir d'assister à ton enterrement. Tu as 3 minutes pour te décider. Albert fit des mouvements d'homme qu'on étrangle et essaya avec ses faibles doigts de desserrer la main qui le tenait. Mon cœur, lâche-moi, tu me feras mourir, dit-il haletant. L'autre le rejeta brusquement dans le fauteuil et le lâcha. On entendit nettement le tic-tac de la pendule. Georges y jeta un coup d'œil, puis regarda Marie. Celle-ci, appuyée contre la table, ne pouvait réprimer le tremblement de ses membres. Il sentit avec répugnance les doigts de son frère se poser sur sa main, qu'il essuya inconsciemment sur son paletot. La pendule continuait à battre dans le silence, et Georges croyait encore entendre l'écho de sa propre voix dans la pièce. J'irai, s'éleva enfin une voix du fauteuil, une voix faible et tremblante, tout comme l'être qui se mit debout ensuite et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Demanda Georges. Chercher une valise. Marie enverra la malle plus tard. Je reviens dans 1 minute. La porte se referma derrière lui. Un instant après, pris d'un soupçon, Georges la rouvrit soudain et regarda dans l'autre pièce. Son frère, debout, près du buffet, tenait d'une main un carafon et de l'autre un verre de whisky qu'il vidait en renversant la tête. À travers le verre, Albert s'aperçut qu'on l'observait et parut frappé de panique. Vivement, il essaya de remplir le verre et de le reporter à ses lèvres, mais verre et carafe, balayés d'entre ses mains, se brisèrent sur le plancher. Albert se mit à gronder comme une bête sauvage, mais la poigne s'abattit sur son épaule, l'effraya et le soumit. Il se sentit poussé vers la porte. La valise, haleta-t-il, est là, dans cette chambre. Laisse-moi y aller. Où est la clé? Demanda Georges quand l'autre l'eut apportée. Elle n'est pas fermée à clé. Un instant après, Georges fouillait la valise, grande ouverte. D'un compartiment, il tira une bouteille de whisky. De l'autre, un flacon du même alcool. Il ferma violemment la valise. En route, dit-il. Si nous laissons passer le prochain tramway, nous raterons le train. Il sortit dans le vestibule, laissant Albert avec sa femme. On se serait cru à un enterrement, à la levée du corps, pensa Georges en attendant. Le par-dessus de son frère, en s'accrochant au bouton de la porte d'entrée, en retarda la fermeture assez longtemps pour que les premiers sanglots de Marie leur parvinssent aux oreilles. En descendant le perron, Georges serrait bien fort les lèvres. D'une main, il portait la valise, et de l'autre, il tenait le bras de son frère. Comme ils approchaient du coin de la rue, il entendit le tramway électrique à la distance d'un îlot de maisons et pressa son frère. Celui-ci respirait bruyamment, traînait les pieds et retardait la marche. Pour un frère, tu te conduis comme un dégoûtant, dit-il entre deux halètements. Pour toute réponse, l'autre lui imprima au bras une violente secousse. Cela lui rappela son enfance,
lorsqu'il se laissait traîner par quelques grandes personnes de mauvaise humeur. Et comme un enfant, il fallut l'aider à monter dans le tramway. Il s'écroula sur un siège extérieur, pantelant, suant, éreinté par l'effort. Il suivait les regards de Georges qui l'observait de la tête aux pieds. C'est toi qui es un dégoûtant, commenta Georges une fois l'inspection terminée. Les yeux d'Albert se voilèrent d'humidité. C'est mon estomac, fit-il en s'apitoyant sur lui-même. Cela ne m'étonne pas, fut la réplique. Il est brûlé, comme le cratère d'un volcan. Son effervescence n'est même pas une anomalie. Par la suite, ils gardèrent le silence. En arrivant au changement de ligne, Georges revint à lui en sursaut et sourit. Sans voir les maisons qui défilaient dans son champ visuel, il s'était absorbé dans un accès de mélancolie. Il aida son frère à descendre de la voiture et porta ses regards vers le prochain croisement de rue. Le tramway attendu n'était pas encore en vue. Les yeux d'Albert se posèrent par hasard sur une épicerie avec buvette de l'autre côté de la rue. Aussitôt il commença de s'agiter. Il n'était plus maître de ses mains et jetait des regards avides sur cette porte d'en face. Elle s'ouvrit précipitamment sous la poussée d'un heureux pèlerin, ce qui lui permit d'entrevoir le bistrot en veste blanche en profil sur des rangées de verres étincelants. Avec une parfaite inconscience, il se mit en devoir de traverser la chaussée. Halte là. La main de Georges se posa sur son bras. Je veux du whisky, répondit-il. Tu en as eu déjà. Voilà des heures de cela. Allons, Georges, laisse-moi faire. C'est le dernier jour. Ne me prive pas avant que nous soyons entrés là-bas, ce qui, Dieu le sait, viendra bien assez vite. Georges regarda avec désespoir vers le haut de la rue. Le tramway attendu était en vue. Tu n'as pas le temps d'aller boire. Je ne veux pas boire, je veux me procurer un flacon. La voix d'Albert se fit enjôleuse. Allons, Georges, c'est le dernier des derniers. Non. Le refus était aussi sec que pouvaient le proférer les lèvres minces de Georges. Albert suivit des yeux le tramway approchant et s'assit soudain sur la bordure du trottoir. Qu'y a-t-il demanda son frère un instant alarmé. Rien. Je veux du whisky. Mon estomac en réclame. Allons, voyons, lève-toi. Georges allongea le bras, mais son frère, le devançant en rapidité, s'étala sur le pavé sans s'inquiéter de la poussière, ni des regards curieux des passants. Le tramway sonnait au prochain croisement de rue. Tu vas le manquer, ricana Albert, sans changer de position, et ce sera ta faute. Georges serra les poings. Pour 2 cents, je te passerai une volée. Et tu raterais la correspondance, monta du pavé la réponse triomphale. Georges regarda la voiture. Elle était à moitié du pâté de maison. Il consulta sa montre, hésita encore une seconde. Très bien, dit-il, je vais t'en chercher. Mais tu vas monter dans cette voiture. Si tu la manques, je te casse la fiole sur la tête. Il s'élança à travers la rue et entra dans la buvette. Le tramway arriva et s'arrêta. Personne n'en descendit. Albert se hissa sur le marchepied, s'assit et eut le sourire quand le conducteur sonna et que la voiture repartit. La porte de la buvette s'ouvrit brusquement. Serrant d'une main la valise et une demi-bouteille de whisky, Georges se mit à la poursuite du véhicule. Le conducteur, la main sur la corde de la cloche, se tenait prêt à stopper au besoin. Ce ne fut pas nécessaire. Georges sauta légèrement sur le marchepied, prit place près de son frère et lui passa la bouteille. Tu aurais bien pu en prendre 1 litre, remarqua l'autre d'un ton de reproche. Avec un tire-bouchon de poche, il déboucha la bouteille et le leva vers ses lèvres. Je suis malade. Mon estomac l'exige, expliqua-t-il en guise d'excuse au voyageur assis près de lui. En prenant le train, ils s'installèrent dans le compartiment des fumeurs, Georges ayant compris que cette mesure s'imposait. Heureux d'être arrivé à l'heure, il sentit son cœur s'adoucir à l'égard de son frère et s'accusa d'une dureté superflue. Il s'efforça de la racheter en causant de leur mère, de leur sœur, ainsi que de petites affaires et intérêts de famille. Mais Albert demeurait morose et se consacrait à la bouteille. À mesure que le temps s'écoulait, sa bouche mollissait et pendait de plus en plus. En même temps,
Les cernes de ses yeux se boursouflaient et tous les muscles de son visage se détendaient. Mon estomac l'exige, fit-il encore une fois en finissant la bouteille et la jetant sous la banquette. Mais le durcissement rapide des traits de son frère n'était pas fait pour l'encourager à un supplément d'explication. Le véhicule qui les attendait à la gare présentait toute la dignité et le confort d'une voiture particulière. Georges ouvrait l'œil aux indices de l'institution vers laquelle il roulait, mais ses appréhensions se dissipaient d'un instant à l'autre. En franchissant la grande grille et les vastes jardins, il se rendit compte que le caractère de la propriété ne heurterait pas la nervosité de son frère. On aurait pu la prendre pour un hôtel d'été, ou mieux encore, pour un club de campagne. Par ce beau soleil de printemps, avec ses gazouillements d'oiseaux dans les oreilles et ses arômes de fleurs dans les narines, Georges se prit à soupirer de désir pour une semaine de repos dans un endroit pareil, et devant ses yeux passa l'aride vision de la ville et du bureau pendant la saison estivale. Hélas, son revenu ne pouvait suffire pour son frère et lui à la fois. Faisons une promenade dans les jardins, suggéra-t-il après avoir vu le docteur Bodino et visité la chambre assignée à Albert. La voiture part pour la gare dans une demi-heure et nous aurons juste le temps. C'est magnifique, remarqua-t-il au bout d'un instant. Je voudrais bien pouvoir passer un mois ici. Sous ses pieds s'étendait un tapis de gazon, au-dessus de sa tête, des arbres entremêlaient leurs branches, et il se tenait sous une averse de rayons bigarrés d'ombre. Je changerais volontiers de place avec toi, dit vivement Albert. Georges prit la chose en riant, mais il se sentait le cœur gros. Regarde ce chêne, s'écria-t-il, et ce pivert, n'est-ce pas délicieux? Je ne me plais pas ici, murmura son frère. Les lèvres de Georges se rétrécirent pour une riposte, mais il répondit simplement. Je vais envoyer Marie et les enfants dans les montagnes. Elle en a besoin, et eux aussi. Dès que tu seras remis, en bonne forme, tu iras les rejoindre, et tu pourras prendre tes vacances d'été avant de revenir au bureau. Je ne veux pas rester dans ce sale trou, malgré toutes tes belles paroles, déclara brusquement Albert. Si, tu vas y rester, pour recouvrer ta santé et ta force, afin que ta vue remette de la couleur aux joues de Marie, comme jadis. Je retourne avec toi, dit Albert d'un ton ferme. Je repars par le même train. Il est à peu près l'heure, je crois. Je ne t'ai pas encore fait part de tous mes projets, essaya de continuer Georges. Mais Albert lui coupa la parole. Tu peux y renoncer. Je n'ai pas besoin de tes exhortations mielleuses. Tu me traites comme un gosse, et j'en n'en suis pas un. Ma résolution est prise, et je montrerai qu'elle est difficile à ébranler. Inutile de continuer. Je me fiche comme d'une guigne de tout éboniment. Une lueur mauvaise brillait dans ses yeux noirs, et il donnait à son frère l'impression d'un rat acculé, réduit au désespoir et prêt à la bataille. Georges, en le regardant, se rappela leur jeunesse, et pensait qu'il n'avait fait que réveiller chez lui cet entêtement qui, tout enfant, lui permettait de résister à toute force et toute persuasion. Georges renonça dès lors à tout espoir. Il avait perdu la partie. Cette créature ne représentait plus rien d'humain. Abandonnée par le dernier instinct de noble humanité, c'était désormais une brute apathique et stupide, impossible à émouvoir, simple résidu grossier de la vie, une brute combative, rebelle et indomptable. Et en contemplant ce frère, il aperçut en lui l'éveil d'une brute semblable. Il sentit tout à coup ses doigts se raidir et se courber comme ceux d'un étrangleur. Il connut le désir du meurtre, et sa raison, le trahissant, lui conseilla de tuer, le convainquit qu'il ne lui restait pas autre chose à faire. Il se ressaisit à l'appel d'un serviteur lui criant à travers les arbres que la voiture l'attendait. Il répondit, puis regardant droit devant lui, il découvrit son frère qu'il venait à l'instant d'oublier comme tel et de considérer comme un objet inanimé. Il prit la parole et à mesure qu'il parlait,
La conduite à tenir lui parut claire. Sa propre raison ne l'avait pas trahi. La brute latente en lui-même n'avait fait que l'orienter. Tu n'es bon à rien sur terre, Albert. Tu le sais. De la vie de Marie, tu as fait un enfer. Tu es un fléau pour tes enfants. Pour nous autres, tu n'as pas précisément transformé l'existence en paradis. Toutes tes jérémiades ne serviront à rien, interposa Albert. Je ne vais pas rester ici. C'est précisément là que je voulais en venir. Tu n'es pas obligé de rester ici. C'est précisément là que je voulais en venir. Tu n'es pas obligé de rester ici. La figure d'Albert s'épanouit, et il fit un mouvement involontaire comme pour s'élancer vers la voiture. D'autre part, il n'est pas nécessaire que tu reviennes avec moi. Il reste une autre solution. La main de Georges disparut dans sa poche et reparut tenant un revolver. L'arme reposait sur sa paume, la crosse tournée vers Albert, à qui il l'attendait. En même temps, de la tête, il indiquait le fourré voisin. Inutile de me la faire, hein, moi, hein, gronda l'autre. Je n'en ai nulle envie, Albert. Regarde-moi, je parle sérieusement. Et si tu ne t'exécutes pas toi-même, je me verrai obligé de le faire pour toi. Ils se dévisageaient, l'arme entre eux, toujours offerte. Albert hésita un moment, puis ses yeux flambèrent. D'un mouvement rapide, il saisit le revolver. Parbleu, je vais t'obéir, ne serait-ce que pour te montrer de quelle étoffe je suis fait. Georges se sentit défaillir et se détourna. Il ne voulait pas voir son frère entrer dans le fourré, mais il entendit le froissement des feuilles et des branchages sur son passage. Adieu, Albert, cria-t-il. Adieu, répondit l'autre du fourré. Georges sentit la sueur lui perler au front et commença de s'éponger le visage avec son mouchoir. Il entendit, comme à grande distance, la voix du domestique lui criant de nouveau que la voiture attendait. Le pivert descendit à travers les ombres et se percha sur un tronc d'arbre à 4 mètres de là. Georges se croyait dans un rêve, mais se sentait parfaitement justifié. C'était bien la chose à faire, et la seule. Un sursaut spasmodique agita tout son corps, comme si le coup de revolver venait d'être tiré. C'était la voix d'Albert tout près derrière lui. Voilà ton revolver, disait Albert. Je reste. Le domestique apparut entre les arbres, marchant à pas précipités et poussant des appels inquiets. Georges remit l'arme dans sa poche et prit entre ses mains celle de son frère. Dieu te bénisse, mon vieux, murmura-t-il. Et, avec une dernière pression de main, bonne chance. Je viens, cria-t-il au domestique. Puis il tourna le dos et courut vers la voiture, à travers les arbres.